Bonjour Marie Denzel. Je suis Bonjour Francis. ravi d'être là avec vous, de passer une heure où nous allons échanger sur différents sujets. Déjà pour vous remercier, puisque pour la première, vous étiez présente lors du premier contre-salon que l'on a organisé à Paris il y a 2 ans. Et pour ce deuxième, vous êtes de nouveau ici avec bien sûr une actualité. L'actualité, c'est le dictionnaire amoureux de la solitude. Alors, nous allons passer un petit moment, vous allez nous présenter un petit peu ce livre, et puis après, nous voguerons sur d'autres sujets. Voilà, merci en tout cas. Lié à la solitude. Hein. Ouais. Oui. Euh, J'ai écrit au moment du confinement un livre qui était d'ailleurs tout à l'heure en poche, qui s'appelait L'adieu interdit, sur l'horreur que beaucoup d'entre nous ont vécue face à la solitude de ceux qui sont morts sans qu'on ait pu leur dire au revoir, sans qu'on ait pu aller les voir, de cette absence de rite. Et à la suite de ce livre, Plomb m'a demandé d'écrire le dictionnaire amoureux de la solitude. Alors, c'est une collection que vous connaissez peut-être parce qu'il y a 200 titres, dictionnaire amoureux de l'humour, de l'amitié, dictionnaire amoureux de Venise, bon, bref. Et j'ai réfléchi une semaine et puis je me suis dit, au fond, c'est un sujet magnifique, la solitude. Et j'ai mis 2 ans à l'écrire. Et c'est un livre dans lequel on m'a laissé une paix royale sur le choix des entrées. C'est un livre qui est assez personnel, assez subjectif d'ailleurs. Et c'est bien sûr, j'y parle de la vieillesse, j'y parle mais surtout, dès le départ, je dis que ce n'est pas un livre qui traite de l'isolement. Je fais bien la différence entre solitude et isolement parce que nous sommes tous d'accord que l'isolement, c'est un poison. C'est un poison, l'isolement tue, hein, pas seulement, tue à tous les niveaux. On sait très bien que les enfants, les orphelins que l'on a mis en Roumanie dans des orphelinats et qui ne voyaient personne, les bébés que l'on a mis là sont morts tout simplement d'absence de contact. Hein. Donc, l'isolement tue. On sait aussi que pendant le confinement, vous avez les petits frères des pauvres ont fait tout un rapport sur je crois, à ce moment-là, 700 000 personnes qui n'ont vu personne, qui n'ont eu personne au téléphone. Il est sûr que l'isolement tue et que c'est notre devoir sociétal, notre devoir d'être humain, de tout faire pour rompre la solitude. Et tout à l'heure, j'avais quelqu'un de Mona Lisa qui est venu me voir. Voilà, Mona Lisa, parmi d'autres, voilà, parmi d'autres associations, sont des associations il y a aussi, je dirais, le SOS Amitié, des associations qui essayent de lutter contre la solitude, donc contre l'isolement. Donc, il n'est pas question là d'isolement, sauf à rendre hommage à tous ceux qui font quelque chose pour rompre l'isolement. La solitude, par contre, c'est autre chose. C'est ontologique. La solitude est propre à l'humain. Je cite un certain nombre de philosophes qui disent que c'est au cœur de l'homme parce que nous sommes tous fondamentalement, essentiellement seuls. Nous sommes seuls devant la mort, nous sommes seuls devant les questions que nous nous posons dans la vie, dans la mort. Personne ne peut vivre à notre place, personne ne peut mourir à notre place. Nous sommes donc tous fondamentalement seuls. Et en même temps, cette solitude ontologique que nous avons tous, nous la partageons avec tout le monde, puisque tout le monde est seul. Donc c'est ça le paradoxe. Le paradoxe aussi, Hannah Arendt en parle très très bien quand elle dit que finalement nous sommes seuls et en même temps nous ne sommes pas seuls puisque nous sommes avec quelqu'un qui est à l'intérieur de nous. Elle en parle très bien, cet autre à l'intérieur de soi qui peut être donc
un autre en soi, mais qui, par exemple, pour les mystiques se disent qu'ils ne sont pas seuls parce qu'ils ont intériorisé la présence divine à l'intérieur d'eux. Mais de toute façon, il y a un autre à l'intérieur de soi, et donc c'est vrai que l'on dialogue avec cet autre en soi. C'est pour ça que ce qui est intéressant dans la solitude, et c'est ce que j'ai essayé de montrer à travers toutes sortes d'entrées, c'est que c'est une force. C'est une force. Hier, j'étais à Strasbourg et je dialoguais avec une femme beaucoup plus jeune que moi, qui a une 50aine d'années, Lorraine Bastide, qui vient de sortir un livre, Enfin seule, sur la solitude des femmes. Et elle parle d'enfin solitude, c'est-à-dire, c'est un mot qu'elle a inventé, mais nous dialoguions ensemble. Et Lorraine Bastide, elle disait, moi j'aimerais vraiment protéger ma solitude jusque dans mes vieux jours. Pourquoi ? Parce que c'est le socle de l'estime de moi. C'est sur la solitude que je m'appuie pour trouver l'estime de moi. Et c'est là que ça rejoint des choses qu'on entendait ce matin de Noël Châtelet, qui nous disait qu'au fond, vieillir, la chance de vieillir, c'est la chance de découvrir vraiment qui on est. Qui suis-je ? Qui est cette personne dont elle nous disait ce matin que nous sommes des personnes uniques, hein, que nous avons à découvrir. Sans solitude, on ne peut pas découvrir. Et donc c'est pour cela qu'il y a une solitude qui peut être choisie, qui peut être désirée, qui est très souvent imposée, bien sûr, j'en parle dans ce dictionnaire, par les séparations, les veuvages, etc. Mais si j'ai écrit ce livre, je vais peut-être, on entrera peut-être dans les entrées différentes dans la conversation que nous allons avoir, mais si j'ai écrit ce livre, c'est un livre pour aider des personnes qui ont peur de leur solitude, pour ouvrir des portes, pour voir que c'est une force, que c'est quelque chose qui permet, c'est pas pour rien que tant de chanteurs, de poètes, d'écrivains l'ont célébrée, parce qu'elle permet la créativité. Elle permet aussi de mieux aimer. Et c'est ça le paradoxe, c'est que plus on assume sa solitude, et mieux on est capable d'aimer les autres. Et je vais juste terminer sur cette phrase de Rilke, du poète Rilke, qui parle justement de la solitude aussi dans le couple. On peut penser peut-être qu'un couple, on n'est pas seul, mais si, hein, on peut être profondément seul, mais il parle de deux solitudes, se protégeant, se complétant, se limitant et s'inclinant l'une devant l'autre. Magnifique définition de deux solitudes. Et c'est là qu'on voit que plus on assume sa solitude, et sans doute mieux on est capable d'aimer. Alors, peut-être, je voulais, on l'a évoqué tout à l'heure, évoquer quelque chose que l'on peut assimiler à la solitude, qui doit être respectée à certains moments justement de notre vie, peut-être encore plus lorsqu'on est dans le grand âge. Mais on peut faire le parallèle avec les enfants et l'ennui que l'on a essayé de supprimer du monde des enfants, à tout prix occuper l'esprit pour qu'on ne soit jamais face à soi-même. Et je fais vraiment ce parallèle parce que lorsqu'on est vieux, on retrouve exactement cette même logique d'occuper le temps des vieux sans arrêt, comme s'il fallait à tout prix fournir des distractions pour que l'esprit ne soit jamais au repos et ne puisse jamais intérioriser son propre regard. Voilà, c'est occuper, distraire, alors qu'il faut la solitude pour que, ce qu'on parlait ce matin aussi, c'est quand Benoît de Groult dit qu'elle découvre la joie des voyages immobiles. C'est ça, je veux dire, quand on est immobile, on parlait de la mobilité, eh bien cet imaginaire, il se construit dans l'enfance. L'enfant qui s'ennuie sur une chaise et on se dit c'est pas normal, pourquoi il ne joue pas avec ses copains ? Eh bien on va lui donner une tablette. Hein. Occupe-toi. Voyez. Mais la même chose, on m'a rapporté dans un EHPAD alors je ne dis pas que c'est dans tous les EHPAD parce que je me défends de faire de l'EHPAD bashing, mais
quand même, j'entends des témoignages dans ce sens, et on m'a rapporté ça au moment où j'écrivais mon livre, d'une personne qui est dans son fauteuil, et la soignante, le matin, ouvre la télé. Et la personne dit non, 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 je n'ai pas besoin de la télé. Moi, je suis bien avec mes pensées, avec mes souvenirs. Non, 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 je suis bien comme ça. Si, si, madame, c'est bien pour vous et ça va vous distraire. Donc, on est là tout à fait dans ce que nous dénonçons ici au CNAF, c'est-à-dire décider pour l'autre de ce qui est bon pour lui. Donc, effectivement, tu as raison. Hein, savoir s'ennuyer. Et puis, alors, je parle de l'ennui aussi dans les couples. Hein, il y a dans l'entrée couple, je parle aussi de ce plaisir de s'ennuyer ensemble. C'est un livre que j'ai lu sur le goût de la vie à deux, hein, que je cite dans ce livre, dans lequel cette autrice parle de ces couples qui... Elle compare ces couples à des poissons qui sont dans un aquarium, qui se frôlent, voilà, qui s'éloignent, qui reviennent, Et elle dit, il faut savoir être ensemble, se frôler, s'ennuyer ensemble, et que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la connivence douce. J'aime beaucoup ce mot qu'elle emploie, la connivence douce, qui fait que chacun peut être seul, effectivement. On est ensemble, mais seul, avec ses pensées, mais on est ensemble. Mais ce besoin et cette nécessité de pouvoir avoir une introspection et d'avoir des moments d'apaisement, de regard sur soi-même, ça me fait penser un petit peu au bouquin de Cynthia Fleury qui parle de ce qu'on ne peut pas me voler. C'est-à-dire qui sont essentiels, qu'elle ne parle pas spécialement des vieux, et pourtant, elle parle de choses qui, pour moi, sont révélatrices de la façon dont on voit la vieillesse et le refus que l'on a de considérer que les choses qui sont peut-être pas si importantes que ça sont essentielles. Elle parle, et je pense que la solitude en est un, mais elle parle du fait de pouvoir regarder à l'infini, de voir la distance, de penser à ses morts. Penser à ses morts fait partie aussi de ce regard intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, cette vie intérieure, bien sûr, c'est une vie intérieure qui est riche de nos pensées, de notre imaginaire, de notre passé, de nos rêves aussi, bien sûr. Il y a les rêves aussi, j'en parle, mais aussi de notre rapport avec l'invisible, avec ceux qui nous ont quittés, mais qui sont là, hein, qui ne sont plus là dans le champ du visible, mais là dans le champ de l'invisible, effectivement, avec qui on peut dialoguer, avec qui on peut communiquer. Il y a un registre très, très large de ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je pense que la solitude, c'est quelque chose qui permet ce rapport avec ce voyage vers l'intériorité. C'est regarder si on n'est jamais seul, si on est toujours occupé. Et Dieu sait qu'il y a un âge dans lequel c'est très difficile d'être seul parce qu'on a des métiers, qui font qu'on est tout le temps occupé. Tout le temps. Bon, il y a une période de la vie où sans doute c'est très difficile d'avoir cette solitude désirée. C'est pas pour rien que les gens cherchent à faire ce que j'appelle les vacances de l'âme, des retraites, mais aussi cherchent à s'isoler dans une cabane, dans un jardin, dans une forêt, parce qu'on a besoin de ces moments dans lesquels, hop, on va pouvoir aller à la rencontre de soi. Mais la marge entre isolement et solitude est très faible. C'est-à-dire que c'est avant tout un regard intérieur sur soi-même, parce que l'isolement crée l'attente, mais une attente dont on n'est pas maître. C'est-à-dire une attente, combien de gens dans les EHPAD ou à leur domicile expriment le fait que leur projet, c'est attendre. Attendre que quelqu'un vienne les voir, attendre que quelqu'un rentre dans la chambre, attendre qu'ils reçoivent un message, un SMS, etc.
Et pour autant, entre justement cette attente qui est liée pour moi, l'isolement et justement le fait de pouvoir vivre une vie intérieure intense, d'un côté, on a l'attente et de l'autre côté, on a l'espoir de pouvoir transformer ces moments de notre vie et de trouver des richesses. Mais la C'est pour ça marge... que c'est pas simple. Et c'est vrai, ce que tu dis évoque le fait que ça. Je pense que c'est pas simple d'assumer sa solitude, que ça demande un chemin, un travail. C'est pour ça qu'un apprivoisement, un apprentissage, c'est pas évident, bien sûr, parce que notre société est une société dans laquelle on va combler le vide par toutes sortes de moyens, hein, y compris la technologie. Hein, mais, je veux dire, on comble le vide, ce qui fait que si tout d'un coup on est avec ce vide et qu'on n'a pas appris à l'explorer, on est dans l'attente, comme tu dis, on est dans l'attente. L'autre doit venir combler. Et là, on sait aussi que c'est la pire chose qui soit, puisque plus les gens sont dans l'attente et plus ils font le vide autour d'eux. Donc là aussi, c'est... Alors oui, ça c'est un point important quand même, Oui. parce que on nous dit, enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'isolement est la mère de tous les vices pour les vieux, parce que c'est la suppression de toutes les ressources. On n'a plus de ressources. Mais comme dit les petits frères qui sortent chaque année, le nombre de gens en situation de mort sociale qui ne fait qu'augmenter, bon, c'est un constat, mais c'est quand même, il y a quand même une responsabilité individuelle. On ne peut pas sans arrêt dire que c'est la faute aux autres qui ne viennent pas nous voir. C'est avant tout nous-mêmes, comment on a construit notre vie, nos attentes, comment on est allé vers l'autre, comment on a accepté l'autre, parce que c'est très facile de refuser l'autre, et bien sûr qu'ils ne viennent plus nous voir. Mais on a une responsabilité aussi dans tout ça. C'est pour ça que je pense que ça se prépare suffisamment tôt. Sa solitude je dirais, de femme, de vieux ou de vieille, hein, ça se prépare suffisamment tôt. Tu as raison. Parce que c'est pour ça, je pense que ça se déclenche pas comme ça d'un coup de baguette magique. Hein. Si on a, encore une fois, si on n'y a pas pensé, si on n'a pas profité de tous ces moments dans lesquels la solitude parfois est imposée. Hein. On ne l'a pas choisie toujours, elle est imposée. Mais si on ne se dit pas, tiens, c'est peut-être l'occasion pour moi d'explorer quelque chose que je n'ai pas exploré jusque-là, là, si on le fait suffisamment tôt, et suffisamment tôt, c'est à l'âge aussi que nous avons tous ici, c'est-à-dire on n'est pas encore en perte d'autonomie, même si certains ici ont perdu un peu de leur autonomie, mais ils n'ont pas perdu de leur autonomie psychique. Hein, c'est ça aussi, c'est important. Je crois c'est vraiment quelque chose, il faut changer notre regard sur la solitude, vraiment. Parce que si on se dit, on en a peur, c'est quelque chose d'affreux, eh bien, on se prépare vraiment, je pense, à un grand âge qui va être un enfer. Hein, c'est vrai. Oui, mais et enfermement. Tout le principe de la façon dont on s'occupe des vieux depuis des années a constitué à améliorer la réponse aux besoins primaires. C'est-à-dire, on a amélioré la façon de manger, la façon de soigner, la façon... Bon, on ne peut pas dire le contraire, entre un asile et un EHPAD, il y a quand même eu beaucoup de progrès dans le respect des besoins primaires. Mais en même temps, le fait qu'on soit obligé de quantifier tous les actes que l'on prodigue par rapport à une personne qui est dans un EHPAD fait qu'on a simplifié totalement le rapport à l'individu. Et cette simplification qui va de pair, donc, enfin, qui est dans la raison, c'est la codification des actes. C'est-à-dire, je vais passer 5 minutes pour faire une douche, 7 minutes pour faire ci, 3 minutes pour ça, à écarter tout ce qui n'est pas quantifiable. L'humain qui n'est pas quantifiable. Voilà. Et on est arrivé quand même à des situations qui sont de désespoir et qui sont très difficiles à faire comprendre parce que
aujourd'hui, c'est ancré, c'est-à-dire on nous dit exactement quel est le temps nécessaire à consommer pour s'occuper de quelqu'un. Mais c'est dramatique. Je suis d'accord, complètement d'accord avec toi. Tu sais que je fais des groupes de parole dans des résidences-services où des personnes ont entre 80 et 100 ans, mais elles sont autonomes. Et dans ces groupes de parole, elles me disent toutes, Madame, ce qu'on souhaite, c'est pas qu'on s'occupe de nous, c'est qu'on s'intéresse à nous. Qui va s'asseoir auprès d'une personne de 90 ans et lui dire, qui es-tu? Qui es-tu? Alors qu'on lui dit, oh, tu as bien mangé, Oui. oh, tu as pas trop chaud, oh, voilà le niveau de conversation que l'on a avec. Et le qui es-tu? C'est ça. Raconte-moi. Et là, les personnes sont sidérées parce qu'elles elles n'entendent jamais ça. Elles vont pouvoir dire juste peut-être une phrase, mais c'est déjà, on peut la prendre et puis après, on développe ça. C'est pour ça que là aussi, parmi les personnes qui cherchent à rompre l'isolement, des personnes qui s'occupent de biographie hospitalière, vous savez, qui interrogent les gens sur leur vie pour écrire leur biographie. Ça, c'est intéressant parce qu'on s'intéresse à la personne. Bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. On est dans un monde dans lequel c'est vraiment on est objet de soins. Je vais vous confier quelque chose de très, très, très personnel. Euh, mon ex-mari, qui avait 20 ans de plus que moi, et qui est mort le 7 août, et dont j'ai été séparée, mais très amie. Je l'ai accompagné dans la dernière année de sa vie, est devenu complètement grabataire il y a 1 an. Il a toute sa tête, mais son corps l'a lâché complètement. Et il me disait que ce dont il souffrait le plus, c'est d'être un objet de soin. Ça a été très difficile pour lui parce que il avait toute sa tête, mais plus aucun muscle à la suite. Bon, peu importe la série de maladies qui a entraîné cela. Mais il m'a dit quelque chose sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi depuis, qui était vraiment un enseignement aussi. Il m'a dit, voilà, je me grabatise, mais j'ai encore quelque chose à faire. Et alors, il avait une pièce de théâtre à publier. Je me suis débrouillée pour faire publier la pièce de théâtre, ce qui a été une grande joie pour lui. Mais il m'a dit, j'ai aussi une tâche plus spirituelle au sens large, hein, je ne parle pas de religieux, puisqu'il m'a dit, il faut que j'explore le lâcher-prise, puisque je ne peux plus rien. Et c'est vrai, dans un lit, il n'allait même pas au fauteuil, un lit. Explorer le lâcher-prise. Et c'est vrai que chaque fois que j'allais le voir, il me parlait de ça, de cette tâche très difficile, puisque comme nous tous, je veux dire, même en atteignant un grand âge, 97 ans, jusque-là, il était autonome, il maîtrisait son corps, il décidait de ce qu'il allait faire. Et là, il avait son autonomie psychique. Ça, c'est vrai. Il a eu la chance de la garder jusqu'au bout. Ce n'est pas la chance de tout le monde. Hein. Mais explorer ce que c'est que de ne plus physiquement pouvoir rien faire. Eh bien, moi, j'ai observé le chemin de cet homme qui a lâché prise et qui, je dois dire, bon, j'écrirai peut-être un jour là-dessus parce que ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Effectivement, bon, moi, je ne sais pas si tu sais que moi, j'ai été dans la lutte contre le sida. Et on avait, voilà, et donc à cette époque-là, j'étais à Aide et on a essayé d'inventer, à un moment où il n'y avait pas de traitement, de trouver des solutions pour justement trouver la façon de se faire face, c'est-à-dire de continuer à vivre, d'avoir un projet de vie. Et on a essayé de développer des techniques, ce qu'on appelait la visualisation positive à l'époque, des techniques pour visualiser un interne
comment notre corps pouvait fonctionner, pouvait lutter contre le virus, pouvait être dans l'apaisement aussi, ou dans l'acceptation de ce qui allait se passer. Et je pense que le lâcher-prise aussi peut se traduire pas seulement dans l'abandon, mais dans la façon d'accueillir ce qui se passe. C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux grandes voies. Il y a le chêne et le roseau. Le chêne qui va vouloir résister à tout prix et faire face, et le roseau qui va se plier pour pouvoir s'adapter au mouvement et à ce qui se passe. Et dans le lâcher-prise, ça m'évoque ce que tu viens de dire par rapport à ton mari, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'abandon, c'est aussi d'accepter ce qui se passe pour pouvoir l'intégrer au mieux dans son corps et dans son esprit. Accepter consciemment, c'est ça, c'est un travail aussi de conscience, accepter consciemment. Mais il y a quelque chose qui me vient à l'esprit là, et dont j'ai parlé aussi dans une rubrique peut-être qui étonnera peut-être tout le monde, c'est l'aptonomie, à la lettre H. Aptonomie, c'est la science du contact. Or, quand on est complètement grabataire, qu'on ne peut plus bouger, il y a quelque chose qui continue à bouger. Parce que nous sommes mouvement, hein, ce n'est pas les mouvements du corps, mais la présence est quelque chose qui bouge, qui s'étend dans l'espace. Et dans l'aptonomie, la science du contact, hein, on explore justement cette capacité, avec sa présence, d'être au-delà de soi. Par exemple, je me souviens d'un homme, quand j'étais en soins palliatifs, qui me disait, il était aussi complètement grabataire, il me disait, tu vois Marie, cette fenêtre, à travers cette fenêtre, je vois cet arbre. Eh bien, figure-toi que je suis dans cet arbre. Il exerçait cette capacité que nous avons tous d'être au-delà de nous, de percevoir ce qui est au-delà de nous. Et alors, cet homme, justement, il n'était pas du tout recroquevillé à l'intérieur des frontières de son corps. Il était dans cette au-delà de lui. Et ce qui était frappant, c'est que quand on rentrait dans sa chambre, on sentait qu'il pratiquait cela, c'est-à-dire pratiquait cette ouverture de l'espace, qui est une grande force parce que tout le monde croit que pour se protéger, il faut rentrer à l'intérieur des frontières de son corps. Plus on se replie, plus on se protège. C'est faux. Plus on s'ouvre et plus on est protégé. Plus on est dans la... Donc il y a, moi j'ai vu ça, des malades qui trouvent le chemin de l'expansion de leur espace, hein, et qui sont dans l'accueil de celui qui vient, qui sont dans l'observation de ce qui se passe, et ils vivent très différemment de ceux qui se replient à l'intérieur d'eux et qui croient trouver une sécurité à l'intérieur d'eux-mêmes, alors qu'en fait la sécurité elle est dans l'ouverture. C'est une... Bon, on pourrait faire toute une conférence sur cette science du contact, l'aptonomie, qui vient de deux mots, aptein en grec, ça vient de apsis, la faculté de sentir au-delà de moi, et puis nomos, les règles qui président à ce contact, parce que beaucoup de professionnels de santé, et je parlais avec quelqu'un qui ici y a été formé, c'est beaucoup de professionnels de santé pratiquent cela parce que justement contacter, même toucher celui qui est malade, celui qui ne se fait pas n'importe comment. Il y a trois règles qui est la présence, transparence, prudence. Présence, il faut être là. Transparence, il ne faut pas d'ambiguïté dans le contact. On ne cherche pas à obtenir quelque chose. Et puis, prudence, pas plus que ce que l'autre peut accepter. Dans le contact, on savait tous qu'il y a des gens qui acceptent beaucoup et d'autres peu. Il faut sentir ça. Voilà. Alors, un autre point d'entrée que l'on a évoqué aussi, c'est le genre. C'est-à-dire que vieillir en tant qu'homme ou en tant que femme a des composantes très différentes. Et les statistiques, les sondages montrent que, par exemple, une femme seule
où un homme seul vont avoir des désirs différents de vie. C'est-à-dire qu'une femme préférera a priori rester chez elle, un homme seul préférera rejoindre un lieu public, enfin un lieu de type EHPAD ou résidence senior dans lequel il y aura du monde. Ce qui marque aussi souvent le fait que l'homme et la femme n'ont pas la même capacité de se gérer tout seul. Mais on sait très bien aussi que dans le grand âge, ce sont les hommes qui vont se suicider beaucoup plus que les femmes. C'est-à-dire que comment tu imagines, comment tu vois ce thème de la solitude? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique par rapport aux hommes, par rapport aux femmes? Comment tu vois ça? Alors, la physiologie n'est pas la même. Alors, les femmes ont un intérieur. Hein. Bon. Et donc, moi, je pense que le corps fait que aussi, peut-être, c'est plus facile pour une femme de s'intérioriser. Bon, je ne dis pas que les hommes n'en soient pas capables, hein, mais c'est un travail peut-être plus difficile. Bon, les hommes sont tournés vers l'extérieur, physiologiquement aussi. Ils sont... Donc, c'est sûr que quand on dit on ne vieillit pas de la même façon, que les difficultés sont pas au même endroit, hein, je pense que c'est vrai. J'ai quelque chose de vrai là-dedans. Mais moi, j'ai traité dans ce dictionnaire, j'ai parlé de la solitude des femmes, mais j'ai parlé aussi j'ai une entrée vulnérabilité des hommes. J'avais été très frappée par le livre de Jean-Philippe de Tonac sur l'éloge de la vulnérabilité des hommes, parce que je pense aussi qu'un homme qui explore son intériorité, hein, c'est un homme justement qui va aller à la rencontre de sa vulnérabilité et finalement, ça va être une force. Hein, c'est aussi intéressant de voir ça. Beaucoup d'hommes craignent d'explorer leur vulnérabilité et donc ils sont encore plus fragiles, on pourrait dire. Hein. Donc il y a, c'est vrai, quelque chose autour de... Et je pense que... je pense que moi, je suis pour que on s'aide, on s'entraide. Je crois beaucoup à la solidarité intragénérationnelle. Je pense que les femmes doivent peut-être aider les hommes à cheminer vers leur intériorité, comme les hommes peuvent aider les femmes dans d'autres domaines. Hein. Mais on a vraiment à s'aider parce que, justement, on n'est pas situé de la même façon. C'est vrai. Et comment tu te retraduis qu'est-ce qu'on peut dire à nos élus en termes d'urbanisme, en termes d'architecture, en termes de comment construire la ville ou le village qui nous permet justement à la fois de respecter l'individu, respecter le vivre ensemble et vieillir puisque on est une société de vieux. Il faut aussi penser que ce qui est nouveau dans ce que nous sommes en train de traiter, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. C'est la première fois au monde que nos sociétés sont confrontées à des sociétés de vieux. Alors, j'ai une entrée béguinage solidaire. Alors, Tristan Robé était là et a parlé hier, je sais. Bon, c'est voilà, un modèle, disons, d'habitat qui nous fait envie parce qu'on est seul chez soi et puis en même temps avec d'autres. Que généralement, dans ces structures, on décide ensemble de ce que l'on va faire ensemble, de ce que l'on va partager. Bon. Mais moi, ce qui m'avait frappé, et j'en parle dans ce dictionnaire amoureux, ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'avais rencontré les habitants de Valogne, et je leur avais dit, mais qu'est-ce qui se passera le jour, vous êtes tous autonomes, hein, une vingtaine, vous êtes tous autonomes, s'il y en a un qui commence à perdre son autonomie, ou bien qui est malade, ou qui est mourant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'envoyer à l'hôpital, dans un EHPAD? Tous ont répondu, si la personne veut rester chez elle, donc c'est d'abord son souhait, est-ce qu'elle veut rester chez elle? Si les soins infirmiers d'abord, l'HAD,
et les soins palliatifs à domicile existent, donc il y a bien une condition, il faut que ces soins à domicile existent, puisque les gens sont chez eux. Nous assumerons, et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire, j'avais jamais entendu ça, nous assumerons l'accompagnement humain de cette personne à tour de rôle, aller prendre un repas avec elle, lui lire quelque chose si elle ne voit plus, si elle marche encore un peu, l'emmener au jardin pour aller voir un arbre, pour aller voir les fleurs qui poussent. Nous assumerons l'accompagnement humain. Jamais j'avais entendu ça. Et ça, je pense que le succès de ces petites structures, hein, où il y a une solidarité, elle tient à ça aussi. Alors bien sûr, vous me direz, c'est sûr que si on est dans un lieu où il y a un désert médical, où il n'y a pas d'HAD, où il n'y a pas de soins à domicile, c'est sûr que c'est difficile. Parce que cet accompagnement humain, ce n'est pas lever la personne de son lit, ce n'est pas... voilà, c'est tout ce que ferait, par exemple, une famille si on était chez soi, ou ce que ferait... Mais là, ce sont des amis, finalement, qui ont décidé, à tour de rôle, ce n'est pas une seule personne, d'assumer ça. Mais si je reprends, enfin, ça m'évoque le fait que, tu sais qu'on a vécu, nous, on a construit une société très individualiste et très spécialisée. C'est-à-dire que, bon, tu le sais, les médecins avant, un médecin était omniscient. Il savait tout de la médecine. Bon, maintenant, aujourd'hui, on compte plus les spécialités qu'il faut avoir, et un spécialiste ne connaît rien des autres spécialités. Et de la même façon, si on regarde dans le rapport que l'on a aux autres dans la cité, nous avons catégorisé aussi et très codifié, en fin de compte, les modes de rapport que nous avons. Et ça va à l'encontre de ce que tu dis, c'est-à-dire que accepter les changements, c'est ouvrir à d'autres possibles et faire des actes qu'on n'avait pas forcément prévus. C'est-à-dire, c'est sortir de cette individualité forcenée, lorsqu'on est dans le rapport intime familial, mais de la même façon, dans le rapport professionnel, on voit bien que de plus en plus, la maltraitance va de pair avec la spécialité. On ne peut plus tolérer aujourd'hui qu'il y ait une personne qui vienne te faire le petit déjeuner, une autre qui vient te faire la vaisselle, une autre qui vient te donner une piqûre, une autre qui vient... Et c'est comme ça qu'on s'occupe des vieux aujourd'hui. C'est-à-dire que cette segmentation qui s'est construite au fil des années par l'organisation que nous avons mis en place est par essence maltraitante. Et que la seule façon de pouvoir mieux s'occuper de nos voisins, de nos amis ou de nos patients, c'est avoir un rapport beaucoup plus global et accepter de jouer plusieurs rôles. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis complètement d'accord, oui. C'est pour ça que, en fait, tu vois, je pense qu'en fait, c'est tout ce dont nous parlons, on voit qu'il faut qu'on invente, on réinvente. Bien sûr, c'est des choses qui ont existé, mais aujourd'hui, comme tu le dis très justement, avec cette segmentarisation, avec le fait qu'on vient 3 minutes pour faire ci, c'est un... Alors, ce ne sont pas les professionnels de santé qui peuvent inventer, parce qu'ils sont, je veux dire, ils sont victimes aussi de ce système. Ils sont aussi peu nombreux. Ils ont une tâche importante aussi à... Mais je pense que c'est à nous, finalement, c'est à nous et à notre génération, je dirais peut-être justement à tous ceux qui rejoignent le CNAV, c'est d'inventer, de se dire qu'il faut se sortir de ça et suivre au fond, je dirais, tu vois, c'est du bon sens ce que tu dis. Suivre notre bon sens humain, je veux dire, faire confiance à beaucoup plus faire confiance à ce que nous sentons qu'à aux normes qui sont censées présider nos vies. Hein, c'est écouter son bon sens, écouter son intelligence, écouter...
Voilà, c'est... Mais tu ne crois pas qu'il faut quand même se révolter parce que dire les choses gentiment, il n'y a pas grand monde qui nous écoute. Hein. On peut continuer à parler doucement en disant oui, c'est du bon sens, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Non, mais... Les habitudes sont telles, les intérêts aussi. Il faut parler quand même d'intérêts parce que l'État, pour lui, son intérêt, c'est toujours d'économiser et les sociétés privées, c'est de faire des profits. Et nous, on est face à des besoins. Et on parle gentiment des attitudes que l'on aimerait voir changer. Donc, il va bien falloir un jour mettre le point sur la table. Mais quand je dis qu'il faut inventer, je ne dis pas qu'il ne faille pas se battre. Hein, et c'est bon, tu le rappelles, oui. Voilà, donc je pars sur un chemin révolutionnaire. Ben oui, mais c'est vrai. Mais je pense qu'il y a quelque chose de révolutionnaire dans ce qui est en train de naître avec le CNAV. Si on a conscience de ce que nous sommes, parce qu'on revient sur le constat qui est la plus grande difficulté, bon, comme on revient sur le problème, l'aspect de la solitude et de l'isolement, c'est avant tout d'avoir conscience de ce qui on est. Et de ce qu'on est aujourd'hui, on a beaucoup de mal à l'assimiler tellement la vieillesse est chargée négativement. La vieillesse est chargée d'opprobre, de lenteur, de tout. C'est-à-dire, et aujourd'hui, pour moi, pouvoir faire cette révolution, même si c'est une révolution douce, va nécessiter que chacun de nous, dans cette salle, prenne conscience qu'il a son grain à mettre. Le grain de sable que chacun représente, ce sera le poids qui va permettre de faire basculer des comportements qui sont bien inscrits aujourd'hui. Parce qu'on est loin d'être compris. Il n'y a que les vieux qui peuvent comprendre les vieux. Et pourtant, c'est les porte-paroles des vieux qui prennent toutes les décisions. Alors, écoute, hier, j'ai été interviewée par une jeune femme de 21 ans qui faisait Sciences Po. Elle m'a dit qu'après avoir lu mon dictionnaire, elle avait changé son regard. Non, je pense qu'on peut, justement, je pense qu'en assumant tout ce que nous disons là, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui peuvent être effectivement changer leur regard, être étonnés. Non, je pense que s'il faut témoigner. Moi, dans mes séminaires que j'anime, je dirais, j'ai une vingtaine de personnes à chaque fois et je leur dis, tout ce qu'on s'est dit là, parlez-en autour de vous. Vraiment, essaimer. Il faut vraiment, c'est comme ça qu'il y a une culture qui change. Si chacun reste avec ses pensées, il faut parler ensemble, et il faut le dire partout. Hein, c'est vraiment ça qui est à transmettre. Et je pense que je sais qu'il y a un atelier sur la transmission, peut-être qui a eu lieu déjà, je ne sais pas, ce matin. Il faut transmettre, absolument. Ça peut être, et c'est une tâche révolutionnaire de transmettre. Alors, si tu es d'accord, parce qu'on peut demander aux personnes qui sont dans la salle s'ils souhaitent te poser des questions ou nous poser des questions, mais ce serait avec plaisir. Voilà. C'est loin, j'arrive. Avant de dire un petit témoignage, je voulais vraiment vous remercier pour la qualité de vos paroles, la qualité de votre échange aussi à vous deux, dans vos complémentarités et vos différences. Tout ce week-end est précieux, mais votre intervention là, je trouve de ma part, est particulièrement précieuse. Je voulais juste témoigner de quelque chose qui va avec une chose que vous avez dite, Marie de Henzel. J'anime des ateliers d'écriture et au bout d'un moment, je pars beaucoup sur le corps et l'essence au début, et puis au bout d'un moment, je vais vers le personnage, la fiction, et les éléments, la nature. Et je demande aux gens, au bout d'un certain temps, de devenir ce sur quoi ils écrivent. Et j'en parle parce que c'est un événement pour les gens. C'est-à-dire, je reconnais complètement dans ce que vous dites, à un moment donné, sortir de soi pour pouvoir devenir autre que soi. Laisser parler l'autre que soi dehors, puis aussi quelquefois dedans. Et
le plus souvent, pour les gens, c'est une révolution. Et souvent, c'est arrivé que ça permette à des gens de reprendre confiance, de pardonner et de pouvoir retrouver un rapport à la nature, aux autres, à l'extérieur, à soi-même intimement, qui pouvait être très difficile avant. Merci. Je t'ai mis de l'eau. Oui, merci. Pardon. Est-ce que vous avez une entrée méditation? Parce qu'il y en a qui consacrent une partie de leur vie, j'allais dire, à la méditation. Vous m'entendez, non? Pardon, excusez-moi. Oui, oui, j'ai entendu. Est-ce que j'ai une entrée méditation? Oui. Alors, il n'y a pas d'entrée méditation proprement dite, mais j'ai une entrée, par exemple, désert intérieur. Il y a beaucoup d'entrées dans lesquelles, effectivement, je mentionne ce que la méditation apporte, justement, à des personnes qui sont seules. Hein, oui. Mais je n'ai pas une entrée proprement dite à la lettre M là-dessus. Mais j'ai une entrée désert, intérieur, ermite. C'est un... Bon, j'ai d'autres entrées dans lesquelles j'évoque évidemment la méditation. Vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus aussi? Non? D'accord. Oui, je pense qu'ermite, c'est s'enfermer, c'est ne plus avoir de rapport aux autres pour mieux s'élever. Mais est-ce que la méditation apporte quelque chose? Méditation apporte-t-elle quelque chose? Elle apporte quelque chose, oui. Moi, je sais que je la pratique. Je l'enseigne même à des journalistes à la retraite, des gens de la Mutuelle Audience. Je fais une fois par an une conférence sur la méditation. Mais la méditation telle qu'elle est de la pleine conscience, c'est-à-dire être là, ouvert, pleinement conscient à ce qui est là, à son souffle. Et puis, je raconte quand même, j'ai une entrée à la lettre Y sur les Yézidis. Vous savez, les Yézidis, c'est ce peuple qui a été au Kurdistan irakien persécuté par Daesh. Les femmes ont été emmenées comme esclaves sexuelles, les hommes tués, les enfants aussi emmenés. Et je suis allée 2 années de suite former les psychologues qui s'occupent justement des camps de réfugiés yézidis à quelques kilomètres de Mossoul. Et je leur ai... ils étaient formés, ces psychologues, bien sûr. Donc, je leur ai apporté 2 outils qu'ils n'avaient pas. D'une part, le EMDR. Vous avez entendu parler sans doute de cette technique pour les traumas. Eye Movement, Desensibilization and Reprocess. Et puis, la méditation. Et figurez-vous qu'aucun de ces psychologues n'avait jamais médité. Et donc, on a pratiqué pendant 20 minutes méditation. Et à la fin, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans ce que je vous ai apporté? Tous, ils m'ont dit la méditation. Alors, j'étais très surprise. Très bien. L'année d'après, je reviens. Et je retrouve le même groupe de psychologues. Et une psychologue qui était là me dit, Marie, cet après-midi, je voudrais vous inviter dans le camp de survivants, des femmes et des enfants. Je voudrais vous inviter à l'atelier méditation que j'ai créé depuis l'année dernière. Donc, je suis allée dans ce camp. Le matin, j'ai eu l'occasion de regarder les dossiers des enfants qui étaient là, entre 8 et 12 ans. Ce que j'ai lu, je n'ai jamais lu rien d'aussi horrible. Des petites filles, des petits garçons de 8 à 12 ans, des petites filles qui avaient été violées entre 8 et 12 ans, des petits garçons à qui on avait appris à couper des têtes. Voilà les enfants qui étaient là, dont je voyais les dossiers, dont je voyais les dessins, qui étaient assez impressionnants. Et l'après-midi, j'assiste à cette séance de méditation et je vois les petits-enfants assis en cercle autour de la psychologue que j'avais formée l'année d'avant.
et ils sont là, et elle leur parle avec les mêmes mots que ce que j'avais employé, en leur disant simplement d'être là, assis, et d'être en contact avec leur souffle, l'inspire, l'expire, en leur disant que c'était la vie qui les traversait, ils étaient en contact avec leur vie, le souffle, d'être juste là, présent. S'ils avaient des pensées, de les laisser passer. Il ne s'agissait pas de les chasser, mais les laisser passer, revenir à leur souffle. Et puis, à la fin, de leur dire, faire venir une image qui leur fasse du bien. Donc, vous voyez, c'est une méditation laïque, hein, qui est très... Et moi, je vais vous dire, j'ai eu des larmes aux yeux, parce que j'ai vu ces petits-enfants dont j'avais vu les dossiers le matin, j'avais vu ce qu'ils avaient vécu, et que je voyais qu'ils étaient capables d'être assis tranquillement, en contact avec leur souffle, le visage apaisé. Et je me suis dit, oh, si ces enfants sont capables de trouver 20 minutes, pendant 20 minutes, d'être en paix avec eux-mêmes, en contact avec leur souffle, je ne sais pas quel sera leur avenir, mais je me suis dit, je pense qu'ils sont sauvés. Je pense que la rentrée, elle est derrière nous, et les programmes de l'éducation nationale ont introduit beaucoup d'intelligence artificielle. Je pense, moi, qu'on devrait enseigner plus la philosophie aux enfants, justement l'approche de la solitude, tous ces grands thèmes, parce que ce serait bien, progressivement, attendre voilà, le grand âge comme nous-mêmes. On l'apprend sur le tas, mais je pense que c'est une chose tellement importante qu'on devrait commencer plus tôt. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord. Mais on parlait de la solitude de l'enfant, qu'on ne respecte pas aujourd'hui. Un enfant, je vous dis, qui rêvasse seul sur une chaise, on se dit que ce n'est pas normal. Or, tous les écrivains que j'ai rencontrés, les poètes, etc., me disent, mais c'est enfant, dans la solitude, que mon imaginaire s'est développé. Donc, bien sûr, c'est très grave d'empêcher un enfant de rêvasser et de lui mettre en plus une tablette. On les conditionne à être tout le temps en train de remplir leur vide avec cette... Alors, j'ai une entrée technosolitude. Technosolitude, oui. Parce que c'est pas d'être tout le temps sur notre portable, être tout le temps... Eh bien, je veux dire, si vous interrogez les gens, ils sont très seuls. Parce que cette addiction au portable, j'ai parlé du livre de Damasio, La vallée du silicium, dans lequel il parle de ce royaume de Apple aux États-Unis, dans la Silver Valley. Et il dit que, bien sûr, la technologie, elle est utile. Quand on communique par WhatsApp avec des gens qui sont éloignés, moi j'ai un fils qui est en Nouvelle-Zélande, heureusement qu'il y a WhatsApp, sinon j'aurais aucune nouvelle. Il y a des points positifs, mais il y a aussi, il faudrait apprendre à, je dirais, avoir une relation avec cette technologie qui ne nous mutile pas dans ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire le contact humain, le regard de l'autre, hein, le contact tactile. Je veux dire, c'est ça qui est en train de se perdre. Hein. Et puis aussi, justement, cet imaginaire, vous voyez, les dangers de la technologie. Sans compter, alors c'est un autre sujet, mais que la numérisation de la société s'est faite contre tous ceux qui ne peuvent pas la maîtriser pour des raisons X, Y, et notamment les vieux. Et tout ça se fait dans un silence complet parce que nous avons honte de dire que nous n'y arrivons pas.
Et c'est donc quelque chose aussi qui doit être un des vecteurs de notre révolte, c'est de dire que la société est en train progressivement de créer les moyens de notre incompétence et après nous déclare incompétents. Et je vous signale, et là je fais juste aussi encore un parallèle avec ce qui sera une grande discussion dans l'avenir, c'est la mobilité dans la société, et notamment le contrôle des permis de conduire par les visites médicales. Et donc là aussi, ce sera un sujet qu'il va falloir à tout prix se saisir. Alors là, je diverge quand même pas mal du sujet, mais qui est essentiel. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à sortir d'une soumission que nous avons acceptée, parce que c'est souvent une soumission liée à la gentillesse. Oh, je me préoccupe de toi et je me fais souci pour toi, donc je veux que tu fasses ça. Et on se soumet aux décisions que progressivement on nous propose et que la société aussi vers laquelle, enfin, la société nous dirige. Mais il y a aujourd'hui la nécessité de penser qu'il faut à tout prix s'émanciper de ces choses qui sont très négatives pour nous et de se dire que nous avons la nécessité de discuter des façons de faire évoluer la société. Si on parle de mobilité, si on parle du permis de conduire, que l'on parle, nous, de notre façon de vivre et de la nécessité que nous avons de pouvoir continuer à prendre un véhicule, quel qu'il soit, pour rencontrer des amis, faire ses courses et se soigner. Et il va falloir donc, là aussi, changer d'attitude et se dire, bah, c'est les autres qui vont le régler. Je peux vous dire que les choses vont se régler si on n'y agit pas à notre avantage. Oui, je trouve dans notre société, il y a une très grande confusion entre isolement et solitude. On met la solitude à toutes les sauces et la solitude est vue en général comme quelque chose de négatif. Vous présentez la solitude comme quelque chose de positif. Moi, il y a 25 ans, j'étais un peu perdu dans ma tête par rapport à cette question de la solitude et je suis tombé sur le livre de Jacqueline Kellen, Éloge de la solitude. J'ai adoré, il y a 25 ans, j'ai adoré, j'ai découvert... L'esprit de solitude. Éloge de l'esprit. Non, l'esprit de solitude. L'esprit de solitude, c'est ça. Et ce livre a été mon livre de chevet pendant longtemps. Il m'a fait prendre conscience à quel point la solitude est une richesse extraordinaire qui nous permet de devenir plus grand, plus libre. Et véritablement, je suis sorti de cette confusion que la société entretient entre isolement et solitude. La solitude est source de ressourcement, l'isolement est source de mort. C'est donc vraiment deux mondes et c'est important de clarifier. Il faut nettoyer les têtes quelque part dans cette confusion totale entre les mots. Voilà. J'avais commencé par là, mais voilà, on clôture par là aussi, c'est ça. Ne pas confondre les deux. Et vous savez que le livre de Jacqueline Kellen a été aussi sur ma table de chevet pendant 10 ans. Donc, je partage ça avec vous. L'esprit de solitude. Oui. Pardon, on peut se permettre une dernière question? Oui. Il est écart, on fait vite. Oui, qui n'est pas une question, mais une remarque. C'est toujours un grand plaisir, Madame de Hensel, de vous lire et de vous entendre, et toute votre expérience et votre richesse. Je voulais juste mettre un petit bémol sur la notion de bon sens. Puisque le bon sens, il n'est pas inné, on n'a pas forcément tous le même bon sens. Et le bon sens, parfois, il a besoin de s'apprendre. Pour avoir été formateur pendant des années auprès d'équipes de soignants, ça peut être considéré comme un jugement de ma pratique professionnelle et de ma façon de voir les choses, que de dire, bah oui, mais c'est le bon sens, tu devrais effectivement travailler de telle façon ou toucher la personne de telle façon. C'est pas si à 20 ans, on n'a pas le même bon sens qu'à 40 et qu'à 80. Voilà. Donc le bon sens, il se forge de notre expérience, de nos pratiques, de notre vie sociale. Voilà. Et c'est un peu compliqué d'exprimer parfois qu'il suffit d'un peu de bon sens pour y arriver. Voilà. On a une dernière intervention, si vous ne voulez pas répondre. On fait ça? Oui, bonjour à tout le monde. Quand j'étais petite, on me disait que j'étais spéciale parce que j'étais différente des autres. Quand j'étais une petite fille, on me disait que j'étais spéciale, j'étais différente des autres. Quand j'étais adulte, on m'a dit que j'étais spéciale, que j'étais différente des autres. Maintenant, je suis vieille, je suis spéciale, parce que je suis différente des autres. Donc, quand vous dites, vous les vieux,
Mais moi, je ne me sens pas concernée. Parce qu'on est plein d'individus et on est tous différents. Donc, il ne faut pas généraliser. Quand on dit aux gens, ils ne pourront pas conduire, mais ce n'est pas tous les vieux, c'est quelques vieux, c'est quelques personnes. Les autres, ils ont envie de conduire, ils ont envie de ne pas conduire. Mais laissez-nous le choix de faire et de vivre notre vie. Merci. Vous savez, quand on dit « vous les femmes », on n'a jamais pensé que toutes les femmes étaient identiques. De la même façon, quand on dit « vous les hommes », on n'a jamais pensé que les hommes ils sont identiques. Et moi, au contraire, quand je parle des vieux et des vieilles, je dis que les très vieux et les très vieilles, c'est le maximum de la diversité. Parce qu'on est au bout de nos chemins personnels, de nos identités qui se sont façonnées au cours des années. Et pour moi, la vieillesse et les vieux, les vieilles, c'est la diversité. Oui. Et puis, je rajouterai, pour faire le lien avec la plénière de ce matin, que c'est finalement, nous avons à devenir nous-mêmes. Et quand vous devenir nous-mêmes, c'est devenir la personne unique que chacun d'entre nous est. Et ça a été dit magnifiquement par Noël Châtelet ce matin. Bien, merci beaucoup.